Imagine un instant que tu regardes ton téléphone. Il est posé là, silencieux sur la table. Et quelque part au fond de toi, tu penses à quelqu'un. Peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un avec qui tu as eu une dispute ou quelqu'un que tu aimes profondément et dont tu attends des nouvelles. Et soudain, le téléphone sonne et c'est lui ou elle. Exactement cette personne à laquelle tu pensais. Ce moment-là, je suis sûr que tu l'as vécu au moins une fois dans ta vie. Et je suis sûr aussi que tu t'es dit dans un souffle, presque incrédule, c'est incroyable. Je pensais justement à lui. Ou peut-être tu as souri un peu mystérieux en te disant que ce n'est pas un hasard, que quelque chose quelque part a fait que cela s'est produit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce territoire fascinant, non pas pour te convaincre de quoi que ce soit, non pas pour te vendre une idée toute faite sur la façon dont fonctionne l'univers, mais pour regarder avec honnêteté et avec curiosité ce que ce type d'expérience révèle de toi, de ta façon de percevoir le monde, de tes désirs, de ta relation aux autres et peut-être de ta relation à toi-même. Parce que c'est ça, au fond, qui m'intéresse le plus. Pas la question de savoir si la loi de l'attraction est vraie ou fausse, réelle ou imaginaire. Mais la question de ce qu'est cette croyance ou même simplement cette expérience dit de notre vie intérieure et comment elle peut, si on l'utilise bien, devenir un outil de connaissance de soi remarquablement puissant. Je m'appelle Christophe André. Je suis psychiatre, auteur et depuis de nombreuses années, je m'intéresse à ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à vivre mieux, à ce qui nous permet d'être plus présents à nous-mêmes et aux autres. Et ce thème-là, la synchronicité, les coïncidences significatives, la pensée positive, la loi de l'attraction, c'est un thème que mes patients m'ont amené à explorer bien plus que je ne l'aurais imaginé au départ. Alors installe-toi confortablement, prends une respiration et partons ensemble dans cette exploration. Commençons par quelque chose de très simple, de très humain, la coïncidence. Nous vivons tous des coïncidences, des moments où deux événements qui n'ont a priori aucun lien logique entre eux semblent pourtant se rejoindre de façon troublante. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu rêves d'un lieu et quelques jours plus tard, on t'y invite. Tu entends une chanson qui correspond exactement à ce que tu ressens en ce moment. Ces moments-là ont quelque chose de particulier, ils nous arrêtent, ils nous font lever la tête de notre quotidien. Ils nous donnent l'impression fugace mais intense que quelque chose de plus grand que nous est à l'œuvre, que le monde n'est pas aussi aléatoire, aussi chaotique qu'il le paraît, que peut-être il y a un ordre caché, un sens, une direction. Et cette impression, ce besoin de sens, c'est l'une des choses les plus fondamentalement humaines qui soient. Depuis la nuit des temps, les êtres humains cherchent du sens. Ils regardent les étoiles et y voient des histoires. Ils observent le vol des oiseaux et y cherchent des présages. Ils interprètent leurs rêves. Ils lisent les lignes de leurs mains. Non pas parce qu'ils sont naïfs ou irrationnels, mais parce que le cerveau humain est dans sa nature même. Une machine à trouver des connexions, une machine à construire du sens. Et c'est important de partir de là. De comprendre que ce besoin de sens n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'une des caractéristiques les plus remarquables de notre espèce. Mais comme toutes les forces, elle peut être utilisée de façon constructive ou de façon qui nous éloigne de nous-mêmes. Alors qu'est-ce que la loi de l'attraction exactement ? Dans sa forme la plus populaire, telle qu'elle a été diffusée notamment dans les années 2000 à travers des livres et des films très connus, la loi de l'attraction dit ceci: tes pensées ont une énergie. Et cette énergie attire vers toi des événements, des personnes, des situations qui sont en résonance avec elles. Si tu penses positif, tu attires du positif. Si tu penses négatif, tu attires du négatif. Et dans sa version la plus extrême, cette idée dit même que tu peux littéralement créer ta réalité par la seule force de ta pensée. Maintenant, je vais être honnête avec toi comme je l'ai toujours été. D'un point de vue scientifique strict, il n'existe pas de preuve que nos pensées modifient directement la réalité extérieure. Il n'existe pas d'études sérieuses qui démontrent qu'en pensant très fort à quelqu'un, on peut le faire appeler. La physique quantique, souvent évoquée pour justifier cette théorie, ne fonctionne pas à l'échelle humaine de cette façon. Et les physiciens eux-mêmes sont souvent consternés par la façon dont leurs travaux sont détournés pour légitimer ces idées. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, rejeter la loi de l'attraction en disant simplement c'est faux, c'est de la pseudo-science, passons à autre chose, ce serait passer à côté de quelque chose d'essentiel, parce que même si la loi de l'attraction ne fonctionne pas de la façon dont ses promoteurs le prétendent, elle pointe vers des réalités psychologiques profondes qui, elles, sont bien réelles et bien documentées. Et c'est ce voyage-là que je te proposais. Aller au-delà de la question est-ce que c'est vrai ou faux, pour se demander qu'est-ce que ça révèle de moi, de nous, de la façon dont fonctionne l'esprit humain.
Parlons d'abord de ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. C'est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus universels de notre cerveau. Et il explique en grande partie pourquoi nous avons l'impression que la loi de l'attraction fonctionne. Voici comment ça marche. Notre cerveau reçoit en permanence une quantité astronomique d'informations, des sons, des images, des sensations, des pensées. Il serait impossible de traiter tout cela consciemment. Alors le cerveau fait un tri. Et ce tri n'est pas neutre, il est orienté par ce à quoi on prête attention, par ce qui nous importe, par ce que l'on cherche. Imagine que tu as décidé d'acheter une voiture rouge. Soudain, tu vois des voitures rouges partout, dans la rue, sur l'autoroute. Dans les publicités, est-ce qu'il y a soudainement plus de voitures rouges qu'avant? Non, elles ont toujours été là. Mais maintenant, ton cerveau leur accorde de l'importance, il les sélectionne dans le flux continu des informations. C'est exactement ce qui se passe avec la loi de l'attraction. Si tu pensais souvent à quelqu'un, ton cerveau va naturellement noter les moments où cette personne se manifeste. Et il va passer sous silence, mettre en arrière-plan les très nombreux moments où tu pensais à cette personne et où elle ne s'est pas manifestée. Tu ne te souviens pas des 10 fois où tu as pensé à elle sans qu'elle appelle, mais tu te souviens parfaitement de la fois où tu y pensais et où le téléphone a sonné. Ce n'est pas de la malhonnêteté. Ce n'est pas de la stupidité, c'est simplement le fonctionnement normal de notre cerveau et comprendre ça, c'est déjà très libérateur. Parce que ça signifie que tu n'as pas à te sentir naïf ou crédule si tu as vécu ces expériences. Elles sont universelles, elles font partie de ce que c'est qu'être humain, mais il y a quelque chose de plus subtil encore. Quelque chose que j'ai observé souvent dans ma pratique clinique et qui me semble d'une importance capitale. Quand quelqu'un me dit « j'ai pensé à lui » et il a appelé, la question que je pose n'est pas « est-ce que la loi de l'attraction a fonctionné ?» La question que je posais est « qu'est-ce que tu ressentais quand tu pensais à lui? Qu'est-ce que tu espérais? Qu'est-ce que tu craignais ?» Et là, souvent, quelque chose de très riche se dévoile. Je me souviens d'une femme, appelons-la Marie, qui est venue me voir un jour avec une conviction très forte. Elle m'a dit « Christophe, la loi de l'attraction fonctionne vraiment. » Chaque fois que je pense intensément à mon ex, il finit par me contacter. C'est la preuve que nous sommes connectés, que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et en l'écoutant, j'ai compris quelque chose d'important. Marie ne pensait pas à son ex de façon légère, distraite. Elle y pensait de façon obsessionnelle. Plusieurs fois par jour, elle regardait ses réseaux sociaux. Elle passait devant les endroits qu'ils avaient fréquentés ensemble. Elle parlait de lui à ses amis. Et dans ce contexte-là, il était presque inévitable qu'à un moment ou un autre, leurs chemins se croisent à nouveau. Pas parce que l'univers les avait réunis, mais parce que Marie, inconsciemment, créait les conditions de cette rencontre. Et c'est là l'une des vérités les plus importantes de ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Nos pensées ne changent pas directement la réalité extérieure, mais elles changent notre comportement. Et notre comportement, lui, change bien la réalité. Si tu pensais souvent à quelqu'un avec bienveillance, avec ouverture, avec le désir sincère d'entrer en contact, il y a de fortes chances que tu lui envoies un message, que tu acceptes une invitation, ou tu pourrais le croiser, que tu sois plus chaleureux si vous vous retrouvez face à face. Et tout ça, c'est réel, c'est mesurable. C'est ce que les psychologues appellent la prophétie autoréalisatrice. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre comment fonctionne ton esprit, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Parlons maintenant de la prophétie autoréalisatrice, justement. C'est un concept fascinant, introduit par le sociologue Robert Merton dans les années 1930 et depuis largement étudié et confirmé par la psychologie. L'idée est la suivante. Une croyance, même fausse au départ, peut devenir vraie par le simple fait d'être crue. L'exemple classique est celui de la banque. Si les gens croient que leur banque va faire faillite, ils vont tous retirer leur argent en même temps. Et cette ruée ou guichet va effectivement provoquer la faillite de la banque. La croyance a créé la réalité qu'elle prédisait. Dans notre vie quotidienne, ce mécanisme est omniprésent. Si tu crois que tu es quelqu'un de sympathique, tu vas sourire aux autres, t'intéresser à eux, être ouvert. Et les gens vont effectivement te trouver sympathique. Si tu crois que tu es quelqu'un d'ennuyeux, tu vas te tenir un retrait, parler peu, éviter le regard des autres. Et les gens vont effectivement avoir du mal à se connecter avec toi. Nos croyances façonnent nos comportements. Nos comportements façonnent notre réalité. Et notre réalité confirme nos croyances. C'est un cercle. Et ce cercle peut être vertueux ou vicieux selon la nature de nos croyances de départ. Et là, tu vois peut-être où je veux en venir. La loi de l'attraction, même si elle ne fonctionne pas de façon magique, peut parfois fonctionner de façon psychologique, pas parce que tes pensées envoient des ondes dans l'univers.
C'est parce que tes pensées influencent ton attitude, ton comportement, ta façon d'être dans le monde, et tout ça a des effets réels, concrets, mensurables sur ta vie. Quelqu'un qui s'élève chaque matin avec la conviction sincère que quelque chose de bien va se passer aujourd'hui, va être plus ouvert, plus attentif, plus disponible aux opportunités. Il va remarquer des choses que quelqu'un de pessimiste ne remarquera pas. Il va saisir des chances que quelqu'un d'anxieux va laisser passer. Et à la fin de la journée, il aura effectivement vécu plus de moments positifs. Non pas parce que l'univers lui a envoyé des cadeaux, mais parce qu'il était en état de les recevoir. C'est une distinction cruciale, et elle change tout à la façon dont on utilise ses idées. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, parce que je t'ai parlé du biais de confirmation, de la prophétie autoréalisatrice. Mais il y a un troisième mécanisme que je trouve particulièrement important et qui est souvent négligé dans les discussions sur la loi de l'attraction. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective et son lien avec nos désirs profonds. Voici ce que j'observe régulièrement dans mon travail. Les choses auxquelles on pense le plus, les personnes auxquelles on pense le plus, sont rarement choisies au hasard. Elles correspondent à quelque chose d'important en nous, un désir non exprimé, un deuil non fait. Une question non résolue? Un besoin non satisfait. Quand tu penses intensément à quelqu'un, ce n'est pas anodin. Cette pensée est un signal. Elle te dit quelque chose sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu ressens. Sur ce dont tu as besoin. Et c'est là, à mon sens, la vraie richesse de l'expérience. J'ai pensé à lui et il a appelé. Non pas dans le fait que l'appel soit arrivé, mais dans ce que la pensée révèle. Pourquoi pensais-tu à cette personne? Qu'est-ce que tu espérais de cet appel? Qu'est-ce que ça aurait changé dans ta vie s'il n'avait pas appelé? Ces questions-là sont des portes qui s'ouvrent sur ton monde intérieur. Et si tu as le courage de les pousser, tu vas trouver des choses précieuses. Je pense à un homme, appelons-le Thomas, qui m'a consulté il y a quelques années. Thomas était convaincu que la loi de l'attraction fonctionnait dans sa vie professionnelle. Il me disait, chaque fois que je visualise vraiment ce que je veux, ça finit par arriver. Et en l'écoutant, j'ai remarqué quelque chose. Les choses qu'il visualisait avec le plus d'intensité étaient toutes liées à la reconnaissance, être vu, être apprécié, être valorisé. Et en creusant un peu, on a découvert ensemble que Thomas avait grandi avec un père très peu démonstratif, peu encourageant, qui ne lui avait jamais vraiment dit qu'il était fier de lui. Que Thomas appelait la loi de l'attraction, c'était en réalité une énergie extraordinaire au service d'un besoin très profond de reconnaissance. Et cette énergie, elle était réelle. Elle le poussait à travailler plus, à se dépasser, à saisir les opportunités, à persévérer là où d'autres auraient abandonné. Et les résultats étaient réels aussi, mais la cause n'était pas métaphysique. Elle était psychologique. Et comprendre ça a permis à Thomas de faire quelque chose d'encore plus important que de continuer à visualiser. Ça lui a permis de travailler sur ce besoin de reconnaissance. De comprendre d'où il venait, de ne plus en être prisonnier, de commencer à se valoriser lui-même plutôt que d'attendre que le monde le fasse pour lui. C'est ça pour moi la vraie transformation, pas la magie. Mais la connaissance de soi, si tu apprécies ce type de réflexion, pense à t'abonner et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça fait vraiment une différence. Continuons notre exploration. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La question de la responsabilité et de ses limites. Parce que la loi de l'attraction, dans ses versions les plus radicales, véhicule une idée qui peut devenir très toxique. L'idée que tu es entièrement responsable de tout ce qui t'arrive. Que si tu es malade, et c'est parce que tu as eu des pensées négatives. Que si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas assez bien visualisé l'abondance. Que si tu souffres, c'est parce que tu as attiré cette souffrance. Et cette idée-là, je dois le dire clairement, est non seulement fausse, elle est dangereuse, elle est cruelle, elle est fausse parce que des milliers de choses nous arrivent qui ne dépendent pas de nos pensées. Les maladies, les accidents, les crises économiques, les guerres, la perte d'un être cher, ces choses-là ne sont pas le fruit de nos pensées négatives. Elles font partie de la condition humaine. Elle arrive aux gens qui pensent être positifs tout autant qu'aux autres. Elle est dangereuse parce qu'elle peut conduire à refuser des traitements médicaux, à croire qu'on peut guérir une maladie grave par la seule force de la pensée. Et j'ai vu des situations dramatiques liées à ce type de croyance. Elle est cruelle parce qu'elle ajoute à la souffrance réelle une culpabilité injuste. Dire à quelqu'un qui souffre que c'est de sa faute parce qu'il n'a pas assez bien pensé, c'est une forme de violence psychologique et c'est une violence que je ne peux pas laisser passer sans la nommer. La vraie psychologie positive, celle que je défends et que j'essaie de pratiquer, n'est pas une psychologie de la pensée magique.
C'est une psychologie qui reconnaît que nous avons une influence sur certains aspects de notre vie, pas sur tous, que nous pouvons cultiver des ressources intérieures qui nous aident à faire face aux épreuves, pas à les éviter. Que la résilience n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité à traverser la souffrance sans être détruit. Il y a une différence immense entre dire ta façon de penser influence ta façon de vivre et dire tu attires tout ce qui t'arrive. La première affirmation est vraie, utile et libératrice. La seconde est fausse, dangereuse et culpabilisante. Et je pense qu'il est important que tu puisses faire cette distinction, parce que tu mérites une psychologie honnête, une psychologie qui te respecte. Une psychologie qui ne te vend pas des promesses impossibles, mais qui t'aide à découvrir ce que tu as vraiment en toi pour traverser ta vie. Revenons maintenant à notre téléphone qui sonne, à cette expérience si commune, si universelle qui nous arrête et nous fait nous demander si quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Je voudrais te parler du concept de synchronicité tel que le psychanalyste Carl Gustav Jung l'a développé. Jung était un homme d'une intelligence et d'une curiosité extraordinaires. Et il a passé une grande partie de sa vie à explorer les frontières entre la psychologie et ce qu'il appelait le monde de l'âme. La synchronicité, pour Jung, c'est la coïncidence significative. Deux événements qui n'ont pas de lien causal entre eux, mais qui semblent pourtant liés par un sens. Jung ne prétendait pas que ces coïncidences étaient causées par des forces surnaturelles. Il suggérait qu'elles pointaient vers quelque chose de plus profond dans la psyché humaine, vers ce qu'il appelait l'inconscient collectif, vers des archétypes, des patterns universels qui structurent notre expérience. Que tu crois ou non à la théorie jungienne, il y a quelque chose de très précieux dans l'attitude qu'il proposait face aux coïncidences. Plutôt que de les ignorer ou de les expliquer immédiatement, il suggère de s'y arrêter, de les contempler, de se demander ce qu'ils nous disent. Et c'est une pratique que je trouve extraordinairement riche. Pas parce qu'elle nous donne accès à des vérités cosmiques, mais parce qu'elle nous invite à ralentir, à écouter, à nous demander ce qui est important pour nous en ce moment. Quand tu penses à quelqu'un et qu'il appelle, au lieu de te demander « est-ce que c'est la loi de l'attraction ?», essaie de te demander « qu'est-ce que cette pensée me dit sur moi ? Qu'est-ce que j'espérais de cet appel ? Qu'est-ce que cette relation représente pour moi en ce moment ?» Ces questions-là sont des invitations à la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est le fondement de tout changement véritable. Si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. Ça m'encourage à continuer à partager ces réflexions avec toi. Je voudrais maintenant parler de quelque chose que j'appelle la qualité de présence et je pense que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que la loi de l'attraction bien comprise peut nous enseigner. Quand les gens pratiquent ce qu'ils appellent la loi de l'attraction, ils font souvent des exercices de visualisation. Ils s'imaginent en train de vivre ce qu'ils désirent. Ils se concentrent sur leurs objectifs. Ils essaient de ressentir dans leur corps la joie et la gratitude comme si ce qu'ils souhaitent était déjà là. Et même si le mécanisme supposé de tout ça, l'idée que ça envoie des vibrations dans l'univers est discutable, ces pratiques elles-mêmes ont des effets psychologiques réels et positifs. La visualisation, par exemple, est une technique bien connue en psychologie sportive et en psychologie cognitive. Quand tu te représentes mentalement en train d'accomplir quelque chose avec succès, ton cerveau crée des connexions neuronales similaires à celles qui se créeraient si tu le faisais vraiment. Les athlètes de haut niveau utilisent ça, les musiciens, les chirurgiens, non pas pour attirer la chance, mais pour préparer leur cerveau et leur corps à la performance. La gratitude, elle aussi, est l'une des pratiques les mieux documentées en psychologie positive. Prendre le temps chaque jour de noter ce pourquoi tu es reconnaissant, même les petites choses, a des effets mesurables sur le bien-être, sur la réduction de l'anxiété, sur la qualité du sommeil, sur les relations sociales. Et la pleine conscience, cette pratique d'être pleinement présent à l'instant sans jugement, est aujourd'hui l'une des approches les plus soutenues par la recherche en psychologie et en neurosciences. Elle réduit le stress, améliore la régulation émotionnelle, renforce le système immunitaire. Tout ça pour dire que derrière la loi de l'attraction, il y a des pratiques qui ont une vraie valeur. Pas parce qu'elles changent la réalité extérieure par magie, mais parce qu'elles changent notre relation à nous-mêmes, notre façon d'être présent, notre capacité à remarquer ce qui est bien dans notre vie, notre ouverture aux opportunités. Et si tu veux utiliser ces idées de façon saine et constructive, c'est là que je t'invite à concentrer ton attention, non pas sur l'idée que tes pensées contrôlent l'univers, mais sur l'idée que tes pensées influencent ta façon d'être et que ta façon d'être influence à son tour ta façon de vivre. Parlons maintenant de quelque chose que je trouve profondément humain et touchant dans cette fascination pour la loi de l'attraction, le besoin de connexion. Au fond, quand on dit « j'ai pensé à lui et il a appelé », ce qu'on dit aussi c'est « nous sommes connectés ».
Et ce désir de connexion, ce besoin de sentir qu'on n'est pas seul, qu'il existe des liens invisibles entre nous et les gens qu'on aime, ce besoin-là est l'un des plus fondamentaux de notre nature. Les neurosciences nous ont appris que le cerveau humain est un cerveau social. Il est littéralement câblé pour la connexion. Les neurones miroirs, ces cellules nerveuses qui s'activent quand on observe quelqu'un d'autre faire quelque chose, comme si on le faisait soi-même, sont une expression biologique de notre empathie naturelle, de notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. Nous avons besoin des autres pour vivre, pas seulement au sens pratique, mais au sens le plus profond. Les études sur l'isolement social montrent qu'il est aussi néfaste pour la santé que le tabagisme. Les bébés qui ne reçoivent pas suffisamment de contact physique et émotionnel ne se développent pas normalement, même si tous leurs autres besoins sont satisfaits. Alors quand on cherche des signes de connexion, quand on se dit nous sommes sur la même longueur d'onde, quand on interprète une coïncidence comme la preuve d'un lien profond avec quelqu'un, on exprime quelque chose de très réel et de très légitime. Un besoin d'appartenance, un besoin d'amour, un besoin de ne pas être seul dans l'univers, et ce besoin mérite d'être entendu. Pas nié, pas moqué, pas réduit à une superstition, mais entendu, reconnu et nourri de façon consciente et intentionnelle, parce que si tu attends que l'univers te connecte aux autres par magie, tu risques de passer à côté des vrais moyens de créer ces connexions. Appeler toi-même les gens que tu aimes, exprimer ce que tu ressens, être présent, vraiment présent dans tes relations, prendre soin de tes amitiés, cultiver ta capacité à l'intimité. Ce sont ces actes concrets, pas les pensées magiques, qui créent les vraies connexions, qui nourrissent vraiment ce besoin fondamental d'appartenance. Si ce que je partage avec toi t'est utile, pense à t'abonner et à partager ce contenu. C'est une façon simple de soutenir ce travail et d'aider d'autres personnes à trouver ces réflexions. Je voudrais maintenant aborder un aspect que je trouve particulièrement riche et qui est souvent sous-estimé dans les discussions sur la loi de l'attraction. C'est la question de l'intention. Il y a une différence importante entre désirer quelque chose et avoir l'intention de le créer. Le désir est passif, l'intention est active. Le désir dit « j'aimerais que ça se passe ». L'intention dit « je vais faire en sorte que ça se passe ». Et quand on parle de pensée qui attire, je pense qu'on confond souvent ces deux choses. On croit que le simple fait de désirer quelque chose avec suffisamment d'intensité va le faire arriver. Alors qu'en réalité, ce qui fait arriver les choses, c'est l'intention claire, suivie d'actions concrètes et cohérentes. Voici comment je le vois. Quand tu as une intention claire, plusieurs choses se passent dans ton cerveau. D'abord, ton système réticulaire activateur, cette partie du cerveau qui filtre les informations, va se mettre à sélectionner les informations pertinentes pour ton intention. Tu vas commencer à remarquer des opportunités que tu n'aurais pas vouées avant, des portes que tu n'aurais pas poussées, des personnes qui pourraient t'aider et que tu aurais ignorées. Ensuite, ton comportement va s'aligner sur ton intention. Tu vas prendre des décisions différentes, tu vas s'allouer ton temps et ton énergie différemment. Tu vas t'engager dans des actions qui te rapprochent de ce que tu veux. Et enfin, ton énergie relationnelle va changer. Les gens autour de toi vont sentir quelque chose de différent en toi. Une direction, une clarté, une conviction, et ça va les influencer dans leur façon de te répondre, de t'aider, de t'accompagner. Tout ça, c'est réel, c'est mesurable et ça ressemble de l'extérieur à de la loi de l'attraction. Mais le mécanisme est psychologique, comportemental, relationnel, pas métaphysique, et comprendre ça te donne quelque chose d'infiniment plus précieux que la croyance en une loi magique, ça te donne la maîtrise. La responsabilité, la capacité d'agir, pas d'attendre, pas de subir, mais d'agir. Je voudrais maintenant te parler d'une chose que j'ai observée de nombreuses fois dans ma pratique et qui me touche profondément. C'est ce que j'appelle la peur de vouloir. Il y a des gens qui ont du mal à formuler clairement ce qu'ils veulent, qui ont du mal à se permettre de désirer, qui ont grandi dans des environnements où leur désir n'était pas pris en compte ou pire, était tourné en ridicule ou puni. Et pour ces personnes, la loi de l'attraction peut parfois jouer un rôle intermédiaire important parce qu'elle leur permet de commencer à s'autoriser à vouloir quelque chose, à le formuler même mentalement, à se dire « j'ai le droit de désirer ça ». Et ça, c'est déjà un premier pas très précieux. Je pense à une femme, appelons-la Sophie, qui était venue me voir pour une dépression légère. Sophie avait passé toute sa vie à s'effacer, à mettre les besoins des autres avant les siens, à ne jamais exprimer ses désirs de peur d'être un fardeau. Et un jour, une amie lui avait offert un livre sur la loi de l'attraction. Et Sophie m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. C'est la première fois que quelqu'un, même si c'était un livre, m'a dit que j'avais le droit de vouloir quelque chose pour moi. Et ça, c'était réel. C'était précieux. C'était thérapeutique dans le sens le plus profond du terme.
non pas parce que la loi de l'attraction est vraie, mais parce que le message "tu as le droit de désirer" avait atteint Sophie au moment où elle en avait besoin. Bien sûr, la suite du travail avec Sophie a consisté à aller au-delà de la visualisation, à comprendre pourquoi elle s'effaçait, à travailler sur son estime d'elle-même, à apprendre à exprimer ses besoins directement, sans passer par la magie. Mais le livre avait ouvert une porte. Et parfois, l'important, c'est que la porte s'ouvre. Si tu te reconnais dans ce que je décris, si tu as du mal à te permettre de vouloir, si tu t'effaces souvent derrière les autres, je t'invite à te poser cette question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Pas pour les autres, pas pour faire plaisir, pas pour être aimé, pour toi. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Ces questions méritent d'être posées. Et elles méritent d'être entendues par toi d'abord. Pense à t'abonner si tu veux continuer à explorer ces thèmes ensemble. Et si cet épisode t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je voudrais maintenant aborder quelque chose que je trouve important dans notre culture actuelle. C'est la relation entre la loi de l'attraction et ce qu'on appelle parfois la positive attitude toxique, ou en anglais le toxic positivity. Nous vivons dans une époque qui valorise beaucoup l'optimisme, le positivisme, la pensée positive. Et c'est une bonne chose dans une certaine mesure. L'optimisme réaliste, celui qui reconnaît les difficultés tout en croyant à sa capacité à les surmonter, est effectivement associé à de meilleurs résultats en termes de santé, de bien-être et de performance. Mais il y a une dérive possible, et cette dérive, je la vois de plus en plus souvent. C'est l'idée que les émotions négatives, la tristesse, la colère, la peur, l'anxiété, sont mauvaises. Qu'il faut les chasser, les ignorer, les remplacer par des pensées positives, que si tu te permets de ressentir de la tristesse, tu vas attirer de la tristesse, que si tu exprimes ta colère, tu vas s'attirer des situations conflictuelles, et cette idée-là est profondément fausse, est profondément dommageable. Les émotions négatives ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elle nous informe sur quelque chose d'important. La tristesse nous dit que nous avons perdu quelque chose qui comptait pour nous. La colère nous dit qu'une de nos valeurs ou de nos limites a été transgressée. La peur nous dit qu'il y a un danger à prendre en compte. L'anxiété nous dit que quelque chose d'important est en jeu. Quand on refuse d'écouter ces messagères, quand on les refoule au nom de la pensée positive, on ne résout pas le problème, on l'enterre. Et ce qui est enterré finit toujours par remonter à la surface, souvent avec encore plus de force. J'ai travaillé avec des gens qui avaient pratiqué pendant des années une forme très stricte de pensée positive, refusant de se permettre de ressentir quoi que ce soit de négatif. Et invariablement, à un moment ou à un autre, le barrage cédait. Et la souffrance, longtemps refoulée, ressortait de façon très intense, parfois sous forme de dépression, parfois sous forme de crise d'angoisse, parfois sous forme de maladie physique. La santé psychologique ne consiste pas à n'avoir que des émotions positives. Elle consiste à avoir une relation saine avec toutes ces émotions, à pouvoir les ressentir sans en être submergé, à les comprendre, à les utiliser comme des informations et à les laisser passer naturellement quand elles ont rempli leur fonction. C'est ce que la pleine conscience nous apprenne, non pas à chasser les émotions négatives, mais à les observer avec curiosité et sans jugement, à leur faire de la place, à les laisser être là sans s'y identifier, sans les amplifier, sans les refouler. Et cette approche-là, contrairement à la pensée positive rigide, est vraiment libératrice parce qu'elle te permet d'être entier, d'être toi-même, de ne pas avoir à jouer un rôle, à faire semblant d'aller bien quand tu n'y vas pas, de te permettre d'être humain avec toute la complexité et la richesse que ça implique. Alors si tu pratiques la loi de l'attraction ou la pensée positive, je t'invite à y ajouter cette dimension. Permets-toi d'être triste quand tu es triste. Permets-toi d'avoir peur quand tu as peur. Permets-toi d'être en colère quand quelque chose te blesse, non pas pour te complaire dans ces émotions, mais pour les écouter, pour comprendre ce qu'elles te disent. Et pour avancer, non pas en les ignorant, mais en les ayant intégrées, revenons maintenant à notre point de départ, le téléphone qui sonne, la coïncidence troublante. La question est-ce que c'est la loi de l'attraction? Je t'ai proposé plusieurs lectures de cette expérience. Le biais de confirmation qui nous fait mémoriser les coïncidences et oublier les non-coïncidences. La prophétie autoréalisatrice qui fait que nos croyances influencent nos comportements et donc notre réalité. L'attention sélective qui nous fait remarquer ce qui est en résonance avec nos désirs et nos peurs. Le besoin de connexion et de sens qui est au cœur de notre nature. Et maintenant, je voudrais te proposer une dernière lecture, peut-être la plus personnelle. Quand tu penses à quelqu'un avec intensité, avec chaleur, avec le désir sincère de sa présence, et que cette personne se manifeste, il se peut que quelque chose de très simple se soit passé.
quelque chose qui n'a rien de mystérieux, mais qui est profondément beau. Tu as peut-être, sans t'en rendre compte, envoyé des signaux, un message de ton regard quand tu l'as croisé la semaine dernière. Une façon d'être plus disponible dans ta voix lors de votre dernier appel. Une présence sur les réseaux sociaux qui lui a rappelé ton existence, et cette personne, elle aussi pensait peut-être à toi. Et ces signaux mutuels, ces intentions partagées, ont créé les conditions d'une rencontre. Ce n'est pas de la magie, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est la façon dont les êtres humains se trouvent, se reconnaissent, se choisissent, à travers des milliers de petits signaux imperceptibles, à travers la façon dont on regarde quelqu'un, dont on prononce son prénom, dont on se souvient de ce qu'il aime. Et si c'est ça, la loi de l'attraction, alors oui, elle existe et elle s'appelle la présence, l'attention, l'amour. Voilà quelque chose qui me semble important à dire. Les plus belles, les plus durables, les plus nourrissantes ne sont pas celles qui se sont créées par magie, ce sont celles qui ont été cultivées avec du temps, avec de l'attention, avec de la générosité, avec la volonté de voir l'autre vraiment, pas comme on voudrait qu'il soit, mais comme il est. Et ça, aucune loi de l'attraction ne peut le remplacer. C'est du travail, un travail joyeux souvent, mais du travail. Si tu veux continuer à explorer ces thèmes, à approfondir ta connaissance de toi-même et de tes relations, je t'invite vraiment à t'abonner. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans cette exploration. Approchons-nous maintenant de la conclusion de ce voyage que nous avons fait ensemble. Et avant de récapituler, je voudrais partager avec toi une réflexion qui me tient à cœur. Il y a quelque chose de touchant dans le fait que tant de personnes s'intéressent à la loi de l'attraction. Quelque chose qui mérite d'être vu avec bienveillance et non avec condescendance, parce que derrière cette fascination, il y a souvent une aspiration profondément légitime. L'aspiration à avoir plus de pouvoir sur sa propre vie, l'aspiration à ne plus être le jouet des circonstances, l'aspiration à croire que ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on désire a de l'importance. Que notre vie intérieure n'est pas sans conséquence sur notre vie extérieure. Et cette aspiration-là, je la partage entièrement. Parce que je crois profondément que notre vie intérieure a de l'importance. Que la façon dont nous pensons, dont nous ressentons, dont nous racontons notre histoire influence profondément notre façon de vivre, pas de façon magique, pas en envoyant des vibrations dans l'univers, mais de façon concrète, réelle, mesurable, à travers nos comportements, à travers nos choix, à travers la qualité de notre présence, à travers notre capacité à remarquer les opportunités, à travers notre ouverture aux autres. Et c'est ça, pour moi, la vraie loi de l'attraction, non pas une loi cosmique, mais une loi psychologique. La loi qui dit que ce à quoi tu accordes ton attention et ton énergie a tendance à se développer dans ta vie, que ce que tu nourris grandit, que ce que tu cultives fleurit. Si tu nourris la gratitude, tu vas remarquer de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Si tu nourris la bienveillance, tu vas attirer de plus en plus de personnes bienveillantes. Si tu nourris ta curiosité, tu vas trouver de plus en plus de choses intéressantes dans le monde, non pas parce que l'univers te les envoie, mais parce que tu es en état de les voir, de les recevoir, de les apprécier. Et c'est une loi que tu peux utiliser dès aujourd'hui, sans avoir à croire en quoi que ce soit de surnaturel, sans avoir à te promettre des résultats impossibles. Juste en choisissant chaque jour ce à quoi tu accordes ton attention, ce que tu nourris, ce que tu cultives. Récapitulons ensemble les grains des idées que nous avons explorées aujourd'hui. Nous avons vu que le biais de confirmation explique en grande partie pourquoi nous avons l'impression que la loi de l'attraction fonctionne. Notre cerveau retient les coïncidences significatives et oublie les non-coïncidences. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le fonctionnement normal d'un cerveau humain. Nous avons vu que la prophétie autoréalisatrice est un mécanisme réel et puissant. Nos croyances influencent nos comportements et nos comportements influencent notre réalité, pas par magie, mais par la logique des actions et de leurs conséquences. Nous avons vu que nos pensées intenses sur les autres révèlent quelque chose d'important sur nous, sur nos désirs, nos besoins, nos peurs, et que ces révélations sont des invitations précieuses à la connaissance de soi. Nous avons vu que la version toxique de la loi de l'attraction, celle qui dit que tu attires tout ce qui t'arrive et que tu es donc responsable de tes souffrances, est non seulement fausse mais dangereuse et cruelle. Et que la vraie responsabilité, c'est celle de nos choix et de nos actions, pas de nos malheurs. Nous avons vu que les pratiques associées à la loi de l'attraction, la visualisation, la gratitude, la pleine conscience, ont une vraie valeur psychologique, non pas parce qu'elles changent la réalité par magie, mais parce qu'elles changent notre relation à nous-mêmes et au monde. Nous avons vu que le besoin de connexion qui s'exprime dans ces croyances est profondément légitime, et qu'il mérite d'être nourri, non pas par la pensée magique, mais par des actions concrètes de présence, d'attention et d'amour.
Et nous avons vu que derrière la question « est-ce que la loi de l'attraction est vraie ?», il y a une question bien plus riche et bien plus importante. Qu'est-ce que cette expérience me dit de moi? Je voudrais terminer avec une image. Imagine un jardin. Ton jardin intérieur, il y a dans ce jardin des plantes de toutes sortes, des fleurs, des mauvaises herbes, des arbres anciens, des jeunes pousses fragiles, et tu es le jardinier. La loi de l'attraction, dans sa version magique, te dit que si tu visualises assez fort un jardin magnifique, il va apparaître tout seul. Mais tu sais bien que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les jardins. Les jardins demandent du travail, de l'attention, de la patience. Il faut arroser, il faut desherber, il faut tailler, il faut parfois accepter que certaines plantes ne poussent pas malgré tous nos soins. Et il faut célébrer avec joie et gratitude chaque fleur qui éclot. Mais voici ce qui est vrai aussi. Ce que tu plantes, tu le récoltes. Ce que tu arroses grandit. C'est à quoi tu accordes ton attention et ton soin se développe. Et c'est ça la vraie loi de l'attraction. Non pas la magie, mais le soin, l'attention, la constance, l'amour du travail bien fait. Ton jardin intérieur mérite ses soins. Toi, tu mérites ses soins. Pas parce que tu as tout bien fait, pas parce que tu as eu les bonnes pincées, mais simplement parce que tu es un être humain, avec tes forces et tes fragilités, avec tes désirs et tes peurs, avec ta capacité à souffrir et ta capacité à aimer. Et c'est cette humanité-là, entière, complexe, imparfaite et magnifique, que je t'invite à accueillir. Avec bienveillance, avec curiosité, avec la conviction que tu as en toi les ressources pour vivre une vie qui a du sens, pas une vie parfaite, pas une vie sans épreuve, mais une vie vraie, une vie habitée. Une vie dans laquelle tu es présent à toi-même et aux autres. Une vie dans laquelle tu choisis autant que possible, c'est à quoi tu accordes ton attention, ce que tu nourris, ce que tu cultives. Et si parfois tu penses à quelqu'un et qu'il t'appelle, permets-toi de sourire. Non pas parce que tu as prouvé que la loi de l'attraction existe, mais parce que ce moment-là, ce petit miracle ordinaire de la connexion humaine mérite d'être savouré, mérite d'être célébré, mérite d'être reconnu pour ce qui est vraiment un rappel que tu n'es pas seul. Que des liens existent, que la vie est faite de ces petits moments de grâce qui, mis bout à bout, forment quelque chose de beau. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce voyage que nous avons fait ensemble aujourd'hui, de la coïncidence troublante à la connaissance de soi, et passant par la psychologie des croyances et la richesse de notre vie intérieure, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Une réflexion, une question, une nuance ou simplement le sentiment d'avoir été accompagné pendant un moment dans ta façon de penser et de ressentir. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite sincèrement à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile, peut-être quelqu'un qui cherche des réponses, peut-être quelqu'un à qui tu penses en ce moment même et qui sait peut-être qu'en partageant ce contenu, tu vas lui donner envie de t'appeler. Et cette fois, ce ne sera pas la loi de l'attraction, ce sera toi, ta générosité, ton attention, ton amour. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.